Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte le 9 Thermidor. Qu'est-ce donc que le 9 Thermidor ? Eh bien, le 9 Thermidor, c'est la chute de Robespierre. C'est du moins la façon dont on apprend les choses lorsqu'on est jeune collégien, lycéen ou étudiant. Dans notre esprit, ce 9 Thermidor, autrement dit ce 27 juillet 1794, marque la fin du tyran et la fin de la violence et le début d'un calme recouvré après les orages, les tempêtes révolutionnaires. Mais le 9 Thermidor, c'est peut-être aussi l'histoire d'un complot fomenté par Collot d'Herbois, Tallien, Billaud-Varenne et Barrère, non ? Complot réussi, qui provoquerait donc un énième changement de situation. Dans tous les cas, le 9 Thermidor peut faire figure d'événement, car cette date est bien un point entre un avant et un après. Mais si le 9 Thermidor est la fin de quelque chose, de quoi serait-il donc la fin ? Beaucoup d'historiens, depuis Jules Michelet, ont arrêté le récit de la Révolution à la chute de Maximilien Robespierre, comme si elle en marquait le terme. Mais on peut se demander si la période qui s'ouvre après le 9 Thermidor représente la fin de la Révolution, ou bien si elle s'inscrit dans sa continuité comme un événement parmi d'autres. Dans les deux cas, le 9 Thermidor ne marque sûrement pas la fin de la violence révolutionnaire, la fin de la violence politique. Mais alors, où en sommes-nous de cette révolution entamée ? Choisissons arbitrairement une date symbolique, celle de 1789. Où en sommes-nous de cette révolution française qui fait trembler toute l'Europe et dont on parle dans le monde entier ? Où en sommes-nous de cette révolution en cette année 1794 ? Alors, évoquons les forces politiques en présence. On peut en dénombrer quatre pôles. Il y a tout d'abord le groupe constitué autour justement de Maximilien Robespierre et du comité de salut public. Robespierre est entré au comité de salut public le 27 juillet 1793. Le comité de salut public, c'est l'organe central. Le comité de salut public dirige de fait le gouvernement révolutionnaire. Tout est soumis à l'inspection immédiate du comité de salut public. Les figures qu'on associe au comité de salut public sont celles, par exemple, de Louis-Antoine de Saint-Just et de Georges Couthon, fidèles parmi les fidèles de Robespierre. Quelle est la ligne politique de ce comité de salut public ? Eh bien, c'est d'abord le maintien du gouvernement révolutionnaire qui avait été décrété provisoire en décembre 1793 et qui marque, comme le disent certains historiens, qui marque bien la suspension du processus démocratique et la mise en place d'un régime que l'on peut qualifier d'exception. Et puis, dans la ligne politique de ce comité de salut public, il y a la volonté de moraliser la République. Vertu civique, culte de l'être suprême, etc. Et puis, ce comité de salut public est pour la poursuite de la terreur comme instrument de défense de la Révolution. Le 5 février 1794, il y a un grand discours de Robespierre à la Convention. Robespierre dit « Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu, sans laquelle la terreur est funeste, et la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. » Alors, factuellement, ce discours n'est pas une apologie d'un régime de terreur que la Convention a déjà rejeté expressément à plusieurs reprises. Il est exact que la Convention nationale n'a jamais officiellement proclamé, entre guillemets, un régime de terreur comme un système politique formel.
Certains historiens, par exemple François Furet, considèrent que ce discours du 5 février 1794 est une véritable justification idéologique de la terreur. D'autres, par contre, comme Jean-Clément Martin, soulignent que Robespierre ne décrit pas un programme politique précis, mais tente plutôt de rationaliser une situation qui est déjà existante, comme si finalement Robespierre devait faire avec la réalité. Le terme terreur est largement aussi un terme rétrospectif qui a été utilisé ensuite par les thermidoriens, c'est-à-dire les opposants à Robespierre, et par l'historiographie. Alors, ce premier groupe, autour de Robespierre, est le groupe dominant au printemps-été 1794, mais c'est un groupe qui est de plus en plus isolé politiquement depuis ce qu'on appelle le drame de Germinal, qui représente un tournant essentiel de l'histoire de la Révolution et duquel Robespierre a été incontestablement l'acteur clé. Précision. Le 24 mars 1794 voit l'exécution de Hébert et des hébertistes. Et puis, dans la nuit du 29 au 30 mars 1794, sont arrêtés notamment Danton, Camille Desmoulins, Fabre d'Églantine. Ils sont accusés de conspiration et traduits devant le fameux tribunal révolutionnaire. L'exécution a lieu le 5 avril 1794. Ils sont exécutés place de la Révolution à Paris. Cette exécution de Danton et de ses amis marque l'élimination du groupe appelé les Indulgents, qui prônait un ralentissement de la terreur. Alors quoi? Eh bien, à ce moment-là, de facto, il ne reste pratiquement plus d'opposition organisée au gouvernement dominé par Robespierre. Le 6 avril 1794, le lendemain de l'exécution de Georges Danton et de ses compagnons, plusieurs autres condamnés liés de près ou de loin à l'affaire Danton sont également guillotinés par le tribunal révolutionnaire. Ces exécutions prolongent l'élimination politique du courant des indulgents et s'inscrivent dans la série de purges du printemps 1794. Il faut noter qu'il y a donc ce premier groupe constitué autour de Robespierre et du comité de salut public, mais les choses seraient trop simples. Il faut aussi envisager que autour de Robespierre siègent d'autres membres influents. Carnot, Barère, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne. Et ces hommes ont participé à la terreur. Mais ils craignent progressivement d'être eux-mêmes accusés à leur tour de mauvaises pratiques, d'être accusés d'être de mauvais révolutionnaires. Et puis il y a aussi, dans ce contexte, les problématiques relatives aux rivalités politiques, aux querelles de personnes. Et puis il y a des désaccords aussi sur l'orientation du gouvernement. Et une partie de ces gens-là participera directement au renversement de Robespierre à la fin du mois de juillet 1794. Alors il y a ces deux groupes, puis il y a quand même, ne l'oublions pas, ne l'oublions surtout pas, il y a quand même la Convention nationale. La Convention nationale reste et demeure officiellement l'Assemblée souveraine depuis septembre 1792. La légitimité de la Convention est fondamentale et d'ailleurs, elle n'est pas remise en cause par Robespierre. La majorité des députés qui constituent cette Convention nationale soutient la République. Un an plus tôt, elle a voté la mort de Louis XVI en janvier 1793. Et cette Convention nationale a parfaitement accepté le gouvernement révolutionnaire. Mais en 1794, beaucoup commencent à s'inquiéter de la radicalisation, de la terreur, notamment après cette loi fameuse, la loi du 22 prairial 1794, qui accélère les condamnations par le tribunal révolutionnaire. Beaucoup de députés redoutent d'être les prochaines victimes. Quatrième et dernier groupe, pour vous présenter ces forces en présence, eh bien ne les oublions pas, les sans-culottes.
et le mouvement populaire. Les sans-culottes parisiens sont une force essentielle depuis les débuts de la Révolution, notamment lors de la journée du 10 août 1792 et la prise du Palais des Tuileries qui marque la fin de la royauté. Les sans-culottes, depuis 1789, vulgairement parlant, on pourrait dire qu'ils ont souvent renversé la table. Mais en 1794, leur influence politique diminue, leurs leaders ont été éliminés ou marginalisés. Les clubs et sections sont davantage contrôlés. Et nous venons de le voir, les anciens courants populaires radicaux ont été brisés. Les hébertistes, autour de Jacques Hébert, exécutés donc en mars 1994, et les indulgents, autour de Georges Danton, exécutés, eux, en avril 1794, nous venons juste de le dire. Voilà ce qui concerne le jeu des partis, si on peut dire les choses ainsi. Mais n'oublions pas encore une chose, c'est que la France est encore et toujours en guerre. Cette guerre est une guerre interne. En 1794, la République est confrontée à des conflits armés internes que de nombreux historiens qualifient de guerre civile, notamment la guerre de Vendée depuis mars 1793 et plusieurs insurrections aussi fédéralistes dans les villes en 1793 peuvent nous faire dire que oui, il y a une guerre civile en France. Il s'agit en effet d'affrontements armés entre Français autour de la légitimité du pouvoir révolutionnaire. Au début de 1794, ces révoltes sont quand même largement militairement contenues, notamment en Vendée. Mais le pays reste marqué par une forte violence politique et par la crainte permanente de nouvelles insurrections. Pour Jean-Clément Martin, pour l'historien Jean-Clément Martin, l'automne et l'hiver 1793-1794 comptent parmi les moments les plus dramatiques de la Révolution. Les Vendéens sont écrasés, massacrés, exécutés, noyés par milliers, alors que des armées sont envoyées contre eux pour tenter de réduire définitivement la révolte. Les résistances de Lyon, Toulon et Marseille, par exemple, ont été réprimées dans des proportions selon lui moindres, mais avec une brutalité identique. À cette guerre interne s'ajoute une guerre avec les pays européens. Vous le savez, la France est en guerre avec les monarchies européennes à partir du 20 avril 1792. Donc en 1994, il y a déjà 2 ans de conflit. Ce 20 avril 1792, c'est la déclaration de guerre qui a été faite à l'Autriche. Alors la République affronte plusieurs puissances réunies dans la première coalition. L'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Provinces-Unies, entre autres. Les combats se déroulent sur plusieurs fronts. Les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique actuelle. Les combats ont lieu aussi sur la frontière du Rhin, les Pyrénées contre l'Espagne, ainsi que les Alpes face au royaume de Piémont-Sardaigne. Mais là aussi, après une période difficile en 1792-1793, la situation militaire s'améliore en cette année, 1794, notamment avec la victoire française à la bataille de Fleurus, qui ouvre aux armées révolutionnaires la conquête de la Belgique. La guerre est donc générale et structure toujours la vie politique de la République. Alors, tentons maintenant un bilan de la situation politique au printemps-été 1794, après ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'élimination successive des hébertistes en mars et des dantonistes en avril. On peut parler, dans la période qui précède le 9 Thermidor, on peut parler d'une concentration du pouvoir. En effet, après la disparition des grandes factions, la vie politique se concentre dans les organes centraux du gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire le comité de salut public dont nous avons déjà parlé et le comité de sûreté générale. Qu'est-ce que le comité de sûreté générale ? Eh bien, Louis-Antoine de Saint-Just présente un rapport présenté à la Convention nationale. Ce rapport porte sur la réorganisation du gouvernement révolutionnaire.
et justifie la création d'un bureau de police général rattaché au comité de salut public afin de mieux surveiller les conspirations et centraliser l'action contre les ennemis de la République. Cette mesure renforce le contrôle politique et la surveillance des complots contre la Révolution. Robespierre et ses proches voient ainsi leur influence accrue dans le domaine de la police politique, ce qui suscite des tensions avec le comité de sûreté générale. Il y a, comme qui dirait, une sorte de concurrence entre les services. À cette concentration des pouvoirs, on peut ajouter aussi les grandes questions politiques qui ont été ouvertes, qui sont ouvertes en cette année 1794. Les questions stratégiques de l'an 2 de la République sont les suivantes. À propos de la guerre, eh bien, la guerre ou la paix? La République doit-elle continuer la guerre contre la première coalition ou chercher une stabilisation diplomatique? Première question. Et puis on débat aussi de l'ordre social. Faut-il consolider la nouvelle société issue de la Révolution ou poursuivre une politique sociale plus égalitaire? On pourrait dire encore plus égalitaire. Jusqu'où on va dans le processus révolutionnaire? Ensuite, les grandes questions politiques ouvertes en 1794 font émerger aussi toute une série de questionnements concernant les fondements mêmes de la République. Et c'est là qu'on voit en cette année 1794 qu'il y a peut-être, si on peut dire les choses ainsi, trois modèles qui s'affrontent de façon implicite. Il y a une république morale basée sur la vertu civique, et puis la république institutionnelle, avec une constitution stable, ou bien la république militaire, qui serait fondée sur les victoires de l'armée. Revenons-en à notre ami Robespierre. Le 8 avril 1794, le 19 Germinal an 2, lors de la fête de Pâques, Robespierre prononce un discours à la Convention nationale. Il réagit à l'exécution de Georges Danton et de ses partisans, en présentant leur élimination comme nécessaire au salut de la République. Il affirme que la Révolution doit continuer à combattre les factions et les conspirations, et insiste sur la nécessité de maintenir la vigilance révolutionnaire. Ce discours contribue à légitimer politiquement la disparition du courant des indulgents représenté par Danton. À ce moment-là, les conventionnels peuvent légitimement craindre de connaître le même sort que Danton. 10 juin 1794. On se rapproche un petit peu de la date fatidique qui nous intéresse. Le 10 juin 1794, il y a cette loi sur le tribunal révolutionnaire qui inaugure la Grande Terreur. Le domaine du tribunal révolutionnaire est élargi. Le rapport est présenté par Georges Couthon, on en a parlé il y a quelques secondes, proche de Robespierre. Et cette loi simplifie la procédure devant le tribunal révolutionnaire et limite la défense des accusés et accélère les condamnations. Ses principales dispositions sont la suppression de l'instruction judiciaire préalable, la suppression de la défense par avocat pour les accusés, la possibilité de condamner sur la base de preuves morales ou de simples témoignages, et autres dispositions, la réduction des verdicts possibles à 2 seules peines, l'acquittement ou la mort. Couthon explique ce jour-là que toute lenteur judiciaire devient dangereuse pour la République, car les conspirateurs menacent l'existence même de la société. Cette loi entraîne une forte augmentation des exécutions à Paris, on peut aisément l'imaginer. Et cette période, certains historiens vont souvent l'appeler la Grande Terreur. Le 24 juin 1794, Robespierre prononce un discours au Club des Jacobins. Nous sommes à la fin du mois. Et dans ce discours, il dénonce l'existence de complots et de factions au sein même du gouvernement révolutionnaire, affirmant que les ennemis de la République se cachent jusque dans les institutions. Robespierre appelle à saisir et à arrêter sur le champ quiconque oserait insulter la Convention nationale. Les factieux ne doivent plus espérer de grâce. Et là, on voit quand même, le terme est un peu fort, mais on voit ce sentiment quand même de
paranoïa qui règne parmi ces acteurs clés de la Révolution. Le 26 juin 1794 a lieu la bataille de Fleurus. C'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte que nous sommes en train de dépeindre. L'armée française a affronté et battu les forces de la première coalition, commandée notamment par l'Autriche. Cette victoire permet aux armées de la République de prendre l'avantage dans les Pays-Bas autrichiens. On l'a dit, il s'agit de la Belgique actuelle, et constitue un tournant majeur dans la guerre contre les puissances européennes. De ce fait, l'état d'exception qui était imposé, qui était dicté par les périls, qui était dicté par les dangers, eh bien, cet état d'exception perd alors un peu de son sens et de sa nécessité initiale. Et, je cite Jean-Clément Martin, « La nausée de l'échafaud qui se propage dans l'opinion est imputée au seul Robespierre. » Fin juin 1794, Robespierre se fait toujours plus menaçant quand il intervient auprès des Jacobins à propos de l'affaire Théot. C'est quoi l'affaire Théot ? L'affaire Théot, c'est une affaire qui éclate en juin 1794. Alors, cette affaire concerne une dénommée Catherine Théot, une vieille mystique parisienne qui prétend annoncer l'avènement d'un envoyé de Dieu chargé de sauver l'humanité. Rien que ça. Et certains membres de l'entourage de cette Catherine Théot affirment reconnaître en cet envoyé, eh bien, qui, vous l'aurez deviné, eh bien, Maximilien Robespierre. Alors, ça n'est pas lui rendre service que de voir en Robespierre le sauveur de l'humanité. Cette affaire est exploitée politiquement, sans doute, par les adversaires de Robespierre, oui, d'une part pour le ridiculiser, mais aussi pour potentiellement l'accuser de dérives religieuses ou messianiques. Surtout après l'instauration déjà du culte de l'être suprême dont nous vous parlerons dans la seconde partie de cet épisode consacré aux 9 Thermidor. Certains historiens considèrent que Robespierre cherche à empêcher l'exploitation politique de cette affaire. Ses rivaux, en particulier autour du comité de sûreté générale, tentent d'utiliser cette histoire mystique pour le tourner en dérision et affaiblir son autorité. Le 1er juillet 1794, à propos d'autorité, eh bien, ce 1er juillet 1794, aux Jacobins, Robespierre réfute le qualificatif de dictateur. Voyez-vous ça ? Ce jour-là, en effet, il prononce un discours clé. Dans cette intervention, il dénonce l'existence de nouvelles intrigues et de factions au sein du gouvernement révolutionnaire et appelle, encore une fois, à poursuivre la vigilance contre les ennemis de la République. Ce discours s'inscrit dans un climat politique, vous l'aurez compris, de plus en plus conflictuel entre le comité de salut public et le comité de sûreté générale. Le 15 juillet 1794, Robespierre obtient l'exclusion de Fouché du Club des Jacobins. Cette exclusion intervient le lendemain de son intervention, après des attaques très dures de Robespierre à l'endroit de Fouché. Robespierre accuse Fouché d'avoir mené une répression terrible à Lyon, d'avoir mené une politique de déchristianisation extrême. Cette mise à l'écart contribue à rapprocher Fouché des adversaires de Robespierre. Et oui, ces adversaires sont poussés à agir. Ils trouvent que Robespierre va trop loin. Alors, ça fait un petit peu débat parce que les renversements tragiques, les renversements soudains, dans le cours de la Révolution française, sont multiples. Mais certains historiens y mettent l'hypothèse selon laquelle les adversaires de Robespierre craignent qu'il ne prenne le pouvoir ou qu'il ne prenne encore plus de pouvoir à l'occasion de la panthéonisation de Barras et de Viala, qui est prévue dans quelques jours le 28 juillet. On craint qu'avec cette panthéonisation, c'est difficile à dire, on craint que Robespierre ne se mette de nouveau en scène, comme il l'a fait le jour de la fête de l'être suprême, le 8 juin dernier.
À l'été 1794, le climat politique, vous venez de le voir, est devenu, ou plutôt de l'entendre, est devenu extrêmement tendu. Les accusations de complot circulent, les rivalités entre les comités s'exacerbent et chacun redoute d'être la prochaine victime des purges. Certains historiens, nous venons de le voir, comme Jean-Clément Martin, ont suggéré que la panthéonisation annoncée de Barras et Viala pouvait inquiéter les adversaires de Robespierre et les pousser à agir vite ou plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Mais rien ne prouve, finalement, l'existence d'un véritable complot organisé contre Robespierre. Peut-être faut-il surtout voir dans Thermidor l'aboutissement d'un climat de suspicion, de peur et de tensions extrêmes où chacun finit par redouter tout le monde. C'est dans cette atmosphère explosive que s'ouvrent les journées décisives des 26 et 27 juillet 1794. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la figure de Robespierre et les derniers moments de l'incorruptible. Je vous raconte s'achève, je vous remercie de m'avoir prêté votre attention et je vous dis à très vite.